Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bravo à tous les marcheurs. Franchement, je pense qu'on leur tire notre chapeau parce que c'est extrêmement courageux de faire ce qui a été fait depuis La Hague, sous un ciel qui n'est pas toujours clément, hein, c'est le moins qu'on puisse dire ces derniers jours. Donc franchement, bravo aux marcheurs, c'est extrêmement courageux. Alors, on se présente peut-être. Bertrand, je te laisse te présenter. Généralement, c'est honneur aux dames, mais... Bon, allez, vas-y, je t'en prie. On va faire une exception. Bonsoir. Donc, Bertrand Viot, membre du comité de pilotage de Synergie, citoyen normand de l'énergie, qui est une société citoyenne qui s'est lancée dans la production d'électricité d'origine renouvelable il y a maintenant 2 ans et qui a donc une certaine expérience. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce soir avec vous pour parler d'énergie citoyenne à l'échelle de la Normandie. Et pour ce faire, eh bien, je suis en compagnie de Bénédicte, qui est la présidente de Synergie, qui a été élue démocratiquement à ce poste, à l'unanimité, au second tour. Okay, effectivement. Alors en fait, donc je reprends, si on est là aujourd'hui, effectivement, c'est sur l'invitation de la marche pour nucléaire en question. Et voilà, la suite logique, on va dire, c'est effectivement la question qu'on peut se poser, quelles énergies citoyennes en Normandie? Alors, vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, parce que vous êtes des gens qui sont plutôt bien informés, plutôt bien attentifs aux événements, aux actualités. Et voilà, les crises qui se succèdent, climatiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales ou même démocratiques, elles semblent toutes liées. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes confrontés, en fait, la France, mais pas que. En tout cas, la France est confrontée à un choix qui est assez déterminant. C'est est-ce qu'on va continuer de construire de nouveaux réacteurs ou est-ce qu'on va essayer d'aller vers un mix électrique 100% énergie renouvelable? Donc, voilà, on pense que cette décennie est vraiment décisive et qu'il faut agir dès maintenant. Et donc, face à cette urgence qui nous semble prégnante, eh bien, des citoyens, des citoyennes ont décidé de se prendre en main localement pour effectivement sortir rapidement des énergies fossiles et baisser les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est la préoccupation actuelle. Le rapport du GIEC, le dernier rapport, le dit encore avec force et alerte. Effectivement, pour aussi respecter au mieux l'environnement, parce que sortir des énergies fossiles, c'est bien, mais encore faut-il que ça se fasse en respect de l'environnement. Et choisir des sources d'énergie renouvelables, eh bien, il s'avère que c'est quand même ce qui présente un moindre impact environnemental. Parce qu'aucune production d'énergie n'a zéro impact. En fait, toute production d'énergie a un impact. L'objectif, c'est que cet impact soit le plus faible possible. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables sont quand même celles qui présentent le plus faible impact environnemental. L'idée aussi, c'est de décentraliser la production de l'énergie pour la rapprocher des lieux de consommation, pour éviter les pertes en ligne et aussi pour se réapproprier en fait la production, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu de vue, nous citoyens. On a un peu délégué ça à des grandes structures. Voilà, ça s'est inscrit dans une histoire aussi. Et il est important aujourd'hui de savoir comment on produit de l'énergie et surtout d'essayer je voyais pas la dernière ligne qui est quand même importante, c'est-à-dire l'objectif c'est aussi de devenir plus sobre dans la consommation de l'énergie, parce que
le recours aux énergies renouvelables ne sera possible en fait que si on baisse notre consommation d'énergie. Donc en fait, on va vous présenter rapidement une petite, cette présentation-là. On va commencer en explicitant ce qu'est l'énergie citoyenne en fait. Qu'est-ce qu'une énergie citoyenne? Ensuite, on va regarder les avantages de l'énergie citoyenne pour le territoire, vraiment à l'échelle du territoire. Ensuite, on va regarder le potentiel de développement en Normandie. On va s'apercevoir qu'il est conséquent, donc on a de quoi faire. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans un projet citoyen, parce qu'évidemment, comme son nom l'indique, un projet citoyen s'appuie sur des citoyennes, des citoyens, tout acteur de la société civile finalement. Et on va terminer par des exemples de projets citoyens en Normandie. Voilà, donc si vous voulez bien, je vais laisser la parole à Bertrand. Oui, pour évoquer ce qu'est l'énergie citoyenne. Bon, il n'y a pas de définition légale, il n'y a pas de définition réglementaire. La définition sur laquelle je m'appuie, elle a été élaborée par une structure dont vous avez sans doute entendu parler, ou vous allez entendre parler dans les mois à venir, c'est Énergie Partagée. Énergie Partagée, c'est une association à la base qui regroupe des personnes qui ont voulu s'engager dans la création d'unités de production fonctionnant avec des énergies renouvelables. Et cette structure existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et forte de son expérience, elle a défini ce qu'était un projet d'énergie citoyenne. Donc il y a 4 piliers fondateurs, 4 critères si vous préférez, qui sont l'ancrage local, la gouvernance ouverte, l'exigence écologique et la démarche non spéculative. Chacun a autant d'importance que l'autre. L'ancrage local. On ne peut pas parler d'énergie citoyenne si celui qui produit l'énergie a son siège social à 500 km de là, ou même... Il faudrait que tu parles plus fort, plus si fort. Possible, et on va te mettre plus près aussi là. Donc vraiment plus fort. Plus fort, bon. Bien, donc l'ancrage local, c'est une composante importante. Il faut absolument que ceux qui vont lancer le projet, le faire vivre, soient à proximité. Soit ce sont des habitants, soit ce sont des collectivités locales, soit ce sont des commerçants, des entrepreneurs, des artisans. Peu importe, toute personne peut œuvrer pour faire émerger le projet et pour le faire vivre, mais ce qui compte, c'est qu'ils soient à proximité. Parce qu'ils ont la connaissance du territoire, ils en comprennent l'histoire, ils en comprennent la destinée, et par là même, ils vont donner au projet tout son sens. Second pilier, la gouvernance ouverte. Tous ces gens-là qui viennent du territoire, qui le connaissent, eh bien, ils doivent participer à la gouvernance du projet. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, il n'y en a pas un qui a la capacité d'imposer sa vision des choses aux autres. Il faut qu'il y ait une décision collective, un élan collectif. C'est un des critères déterminants aussi. Ensuite, il faut une exigence écologique. Monter des éoliennes, je ne dirais pas que tout le monde peut le faire, mais somme toute, si on y met les moyens, on peut créer un champ d'éoliennes. On peut le créer n'importe où, pour peu qu'il y ait du vent, ça peut le faire. Mais ça ne suffit pas. Pour qu'un projet soit citoyen, il faut que le champ d'éoliennes respecte l'environnement qui se situe autour. Il ne faut pas saccager de forêt, il ne faut pas porter atteinte à un écosystème où certains animaux ont toute leur place. Il y a une logique écologique, et cela aussi c'est déterminant. Donc je parle des éoliennes parce qu'en ce moment c'est à la mode, mais c'est aussi valable pour une unité de méthanisation, pour une chaufferie fonctionnant au bois de coupe. Bon, il faut que derrière on ait une idée qui préserve l'écosystème.
Et puis le quatrième pilier, c'est la démarche non spéculative. Ce n'est pas au travers d'un projet citoyen qu'on va gagner de l'argent. Il y a d'autres façons d'en gagner. Il y a des grands investisseurs qui se sont lancés dans des entreprises d'énergie renouvelable. C'est le cas de tous les parcs éoliens en mer. Derrière ces parcs éoliens, il y a des investisseurs, des industriels qui entendent gagner de l'argent et rémunérer leurs actionnaires. Très bien, pourquoi pas. Quelque part, c'est intéressant puisque ça limite le recours aux énergies fossiles, mais on ne peut pas dire que ce soit un projet citoyen. Le projet citoyen, c'est la démarche non spéculative, ce que l'on appelle la faible lucrativité. Bon, comme toute entreprise, il faut qu'elle soit rentable. Il ne faut pas qu'à la fin de chaque exercice, on soit en déficit. Non, on doit être, comme tout entrepreneur, à l'équilibre. On doit faire en sorte que l'entreprise soit rentable. Mais la rentabilité, elle n'est pas destinée aux actionnaires, elle est destinée à faire grandir le projet. On commence avec une centrale, on commence avec 2 éoliennes. Bon, les bénéfices que l'on dégage de l'exploitation de cette centrale, de ce champ d'éolien, eh bien, on le réinvestit pour faire en sorte qu'il y ait un 3e pylône éolien, une 3e centrale photovoltaïque. On n'est pas là pour enrichir l'actionnaire. Voilà donc les 4 critères, les 4 piliers qui permettent de parler d'énergie citoyenne, de production d'énergie renouvelable citoyenne. Donc pour résumer, on peut dire que c'est un investissement collectif de tous les acteurs locaux, citoyens, citoyennes, entreprises, associations, collectivités, dans un but bien précis qui est de produire de l'énergie à partir des sources d'énergie renouvelable. Alors, après avoir dit ça, quels sont les avantages d'une unité de production d'énergie citoyenne pour le territoire, puisque c'est à l'échelle du territoire qu'il faut se placer. Là, on vous a dressé une liste qui met l'accent sur ce qui est évident. Il y a de très nombreux avantages, mais on va s'en tenir à l'essentiel. Bon, tout d'abord, au stade du lancement, lorsqu'on décide de faire émerger l'idée d'un projet d'énergie renouvelable citoyen, eh bien, on va sensibiliser les personnes qui résident sur leur territoire sur les problèmes liés à l'énergie et au climat. Parce que pour faire émerger le projet, il faut organiser des réunions, il faut parler avec les gens pour les faire adhérer au projet, et pour faire en sorte qu'ils apportent leur contribution, soit en énergie, soit en argent, et dans certains cas en faisant les deux. En sensibilisant les acteurs du territoire aux problématiques liées à l'énergie et au climat, on incite aussi toute cette population à réduire sa consommation d'énergie. Parce que tout ce qui touche à l'énergie renouvelable a pour principe fondateur la sobriété énergétique. Pour que les énergies renouvelables puissent prospérer, pour qu'on puisse arriver à un niveau de production satisfaisant, il faut que quelque part on soit plus sobre. Il faut qu'on réduise la gabegie. Actuellement, on consomme de l'énergie à tout va, avec le sentiment que c'est un puits sans fond et qu'on peut chercher l'énergie à bon compte sans aucune contrainte. C'est une illusion, les scientifiques l'ont démontré, et il faut absolument... Bon, j'ai horreur des micros, mais je vais faire avec. Il faut absolument passer par la sobriété énergétique. Lorsqu'on lance un projet citoyen,
et en échangeant avec les acteurs du territoire sur lequel on entend créer ce projet, eh bien, on contribue aussi à réduire les oppositions face aux projets d'énergie renouvelable. Bon. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus par les éoliennes, par les unités de méthanisation. Parfois, leurs arguments ne sont pas dénués d'intérêt et ils méritent d'être pris en considération. Et c'est l'échange qui va permettre de créer un consensus, un terrain d'entente et de faire adhérer le plus grand nombre. Autre avantage, c'est de participer, toujours en fédérant les forces vives, à la construction d'une économie locale. Lorsqu'on implante un champ d'éoliennes, lorsqu'on implante une unité de panneaux photovoltaïques au sol, ce sont des gros chantiers. Et par là même, il y a inévitablement des retombées économiques au niveau du territoire. Soit parce qu'on va pouvoir créer des emplois, soit parce que les gens qui vont venir travailler pendant le temps du chantier eh bien, vont faire vivre les commerces situés à proximité. Et puis, une fois que le projet fonctionnera, eh bien, on créera à coup sûr des emplois parce qu'une unité de production, ça s'entretient, ça se surveille, et par là même, il faut qu'il y ait des gens à proximité. Autre avantage, c'est de renforcer la communauté, surtout lorsqu'une collectivité locale s'engage dans le projet. La collectivité locale, elle peut mettre encore plus fort. Bon, j'ai bien fait de ne pas faire chanteur. C'est bien là. Donc renforcer la communauté avec l'aide. Mais alors là, il y a de l'écho. C'est très bien. Bon. Donc ça permet de renforcer la communauté à l'échelle du territoire en permettant aux gens de se rencontrer au travers d'un projet et par là même de faire connaissance et pouvoir se rencontrer pour d'autres projets qui n'ont peut-être rien à voir avec les énergies renouvelables, mais à partir du moment où les gens ont fait connaissance, à partir du moment où les gens ont appris à se connaître, à se comprendre, tout est possible, hein, tout est permis. Donc la communauté en sortira grandie, renforcée et pourra envisager l'avenir avec sérénité. Encore un avantage, c'est la réduction de la facture d'énergie. Quand on produit localement, on réalise des économies, puisque c'est l'énergie qui se trouve sur le territoire, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit l'énergie éolienne, qui est utilisée. Donc on n'a pas besoin de faire appel à d'autres énergies qui ont été captées, collectées ailleurs. Donc il y a une réduction de la facture d'énergie par ce biais-là, parce que c'est localement qu'on trouve la source d'énergie première. Et puis, dernier avantage, qui était peut-être la synthèse de ce que j'ai pu dire jusqu'alors, c'est maintenir les ressources économiques sur le territoire, notamment en zone rurale. En zone rurale, actuellement, on se plaint d'un abandon des zones rurales. On parle de communes où il n'y a plus rien, plus de services publics, plus de commerçants, tout juste des gens qui vivent, mais sans sentiment d'appartenance à une unité collective. Eh bien, si on crée un projet d'énergie citoyenne, quelque part, on redynamise l'économie locale et on permet l'émergence. Encore un problème de micro. Tiens-le ici. Ici. Voilà. Il ne faudrait pas mettre un élastique. Donc, au bout du compte, il y a une multitude de bonnes raisons pour passer à l'action collectivement. Ça sera le maître mot de cette soirée, l'action collective. Il y a comme ça qu'on s'en sortira. Donc, pour illustrer, en fait, je ne sais pas si j'ai besoin de... Oui, un petit peu. D'accord. OK. Là, c'est mieux? OK.
Pour illustrer en fait ce que vient de dire Bertrand, voilà, on a sorti de la base de l'ADEME, en fait la base carbone de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui met à jour ce qu'on appelle une base carbone, la base carbone, et qui évalue le contenu en équivalent CO2 d'un kilowattheure électrique. Pour faire court. Alors le tableau est en anglais, donc bon, voilà, on va faire rapidement, mais tout ça pour dire que en fait, quand on a une énergie, quand on a de l'électricité produite avec le vent en éolien offshore, on a une émission de gaz à effet de serre, enfin de CO2 en tout cas, qui est évaluée à 9 grammes par CO2 pour chaque kilowattheure produit. Alors c'est pour juste avoir des ordres de grandeur en fait. Donc l'éolien offshore c'est 9. L'éolien terrestre, c'est 10. Le biogaz, par exemple, c'est 11. L'hydroélectricité, quand on est dans l'hydroélectricité, parce que ça dépend aussi des technologies employées. Donc quand on utilise de l'hydroélectricité pour produire l'électricité, enfin de l'eau pour produire de l'électricité, eh bien, on est à 10 également. Donc on voit bien que les énergies renouvelables, c'est un saut, en fait, pour permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Parce que si on le compare aux autres technologies qui sont situées dans le bas du tableau, en fait, où on voit par exemple la dernière ligne qui est le charbon, où on est à 1050 grammes de CO2 par kilowattheure produit, ou si on est sur le gaz naturel où on est à 443, on voit bien que l'ordre de grandeur, il est quand même complètement différent. Et puis, petit focus sur le nucléaire, où là, il était évalué en fait à 66 grammes, là où les pro-nucléaires en fait le disent, argumentent sur le fait que c'est plutôt 6. Mais dans la base de l'ADEME, alors il y a un petit encart qui précise que cette valeur-là de 66, elle est estimée, d'abord elle est estimée à partir d'études qui datent de 2008 et sur la base d'études et de valeurs internationales, donc sur des technologies qui sont utilisées soit en France mais aussi à l'extérieur. Mais on voit bien en fait quand même que le nucléaire n'a pas un impact quasi nul sur la production d'électricité. Donc ça, c'était un petit tableau. De CO2, grammes de CO2, oui, par kilowattheure. Alors pour deuxième illustration, là on a fait on a sorti des petits schémas, en fait, parce que parfois un tableau vaut mieux qu'un long discours. Là, vous avez la comparaison, et là, c'est une étude qui a été faite par Énergie Partagée, financée par l'ADEME en décembre 2019, qui comparait un projet citoyen et un projet privé. Enfin, qui comparait les valeurs, de 34 projets réalisés en France, toutes techniques d'énergie renouvelable confondues. On peut avoir du photovoltaïque, on peut avoir de l'éolien, on peut avoir de l'hydraulique, mais très peu. Donc sur ces 34 chantiers, en fait, on s'aperçoit que la conclusion, en fait, c'est qu'un projet citoyen rapporte au moins 2 fois plus au territoire qu'un projet classique. Pourquoi? Parce que les revenus, en fait, se divisent en fiscalité locale, donc c'est tout ce qui est contribution à l'économie, contribution économique territoriale. Elle se divise donc pour 24%. Les loyers qui peuvent être payés aux structures qui hébergent les installations, qu'elles soient éoliennes ou photovoltaïques, à hauteur de 34% pour les emplois et les prestations locales, et pour 31% les revenus de l'investissement local. Sachant que les revenus de l'investissement, là on parle bien de projets toutes techniques confondues.
Donc on sait que, par exemple, des projets éoliens rapportent plus que des projets photovoltaïques. Donc là, c'est vraiment une moyenne. On ne peut pas dire que sur un projet, on aura forcément ces valeurs-là, c'est une moyenne. Donc en fait, l'idée, c'est de comparer les deux, projets citoyens et projets privés, et de montrer en fait que ce qui n'est pas garanti pour le territoire, ce sont les 34% liés aux emplois et aux prestations locales, qui peuvent venir de partout en dehors du territoire, qui ne sont pas garantis en fait comme venant du territoire, et aussi les revenus de l'investissement en fait, donc puisque ça peut être des investisseurs qui viennent de l'international, ça peut être des fonds de pension, ça peut être toute autre chose. Donc en fait l'idée là, vraiment ce schéma montre que sur 34 projets étudiés, eh bien, les projets citoyens rapportent plus au territoire. Et pourquoi aussi? Parce que, alors, sur un autre schéma, on voit en fait que les projets citoyens, eh bien, ils sont sur une durée de vie qui est extrêmement longue. Les énergies renouvelables, en fait, les projets, que ce soit d'ailleurs citoyens ou pas, ils sont installés, les centrales sont installées pour une durée de vie très longue. Et en fait, on a 80%, à peu près 80% des revenus qui viennent en phase d'exploitation sur 20 ans, puisque tous les projets sont étudiés sur 20 ans, même si les technologies durent plus longtemps, mais tous les projets sont étudiés sur 20 ans. Donc on s'aperçoit en fait pourquoi. C'est aussi parce que 80% des revenus d'un projet sont assurés pendant la phase d'exploitation. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Donc la conclusion en fait de l'étude, c'est que les projets citoyens rapportent au territoire au moins 2,5 fois. Alors c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que ça sera vrai forcément en Normandie. Et ça ne veut pas dire que ça sera vrai sur tous les projets. Mais c'est une moyenne. En fait, pour 1 euro investi dans un projet citoyen, eh bien, en moyenne, on a à l'échelle de la France, on a 2,5 € qui profitent au tissu économique local. Donc effectivement, c'est quand même important d'avoir ces notions-là en tête pour montrer l'intérêt d'un projet citoyen pour le territoire. Alors, après, on va parler du potentiel de développement en Normandie. Là, je vais repasser la parole à Bertrand. Merci. Bien. Alors, la Normandie se situe en France, jusqu'à preuve du contraire. Et il se trouve que la France a un fort potentiel en matière d'énergie renouvelable. Donc, c'est le premier gisement éolien terrestre en Europe, c'est la 3e surface forestière en Europe, et c'est le 5e gisement solaire à l'échelle de l'Europe. En ce qui concerne la Normandie, on peut tabler sur l'éolien, c'est indéniable. Le vent souffle régulièrement et de façon assez soutenue. Nous avons des forêts. En revanche, au niveau du solaire, on ne peut pas dire qu'on se situe au sud de la France. Donc, nous sommes en situation de handicap par rapport à certaines régions beaucoup plus exposées à l'énergie solaire. Néanmoins, il se trouve que les technologies ont évolué et on arrive, même lorsque la région est traversée par des nuages, à capter les rayons du soleil et à faire en sorte que les cellules photovoltaïques produisent de l'énergie électrique. Donc rien n'est perdu pour la Normandie en ce qui concerne le solaire. Il se trouve qu'actuellement, la Normandie n'est pas un très bon élève en matière d'énergie renouvelable. L'ADEME, toujours à la manœuvre pour faire des études comparatives, et Greenpeace aussi, ont procédé à des classements dont il ressort que la Normandie est la 9e région sur 13 en matière d'éolien terrestre
Et la troisième région sur 13 en matière de développement d'éolien en mer, sachant que dans quelques années, on aura dépassé la phase de développement, on sera en phase d'exploitation. Donc on sera à peu près bien classé, encore mieux. En matière de développement du photovoltaïque, nous sommes que 10e sur 13. Et là où c'était un peu plus inquiétant, en matière de consommation d'énergie et de réduction de cette consommation, eh bien, nous sommes 6e sur 13. Donc la Normandie peut mieux faire. Sachant que la Normandie, c'est pas forcément de sa faute, c'est lié au fait que sur son territoire, on compte un nombre assez conséquent de centrales électronucléaires, hein, qui nous habituent à un certain confort. Hein. A priori, en Normandie, on n'a pas de problème pour être alimenté en matière d'électricité. Donc pourquoi s'enquiquiner, pourquoi se casser la tête à vouloir investir dans des panneaux photovoltaïques, dans des éoliennes? Je pense que pendant de nombreuses années, ça a dû être une équation qui était à l'esprit de nos concitoyens et surtout à l'esprit de nos hommes politiques à l'échelle du département et de la région. Donc nous avons du retard et ce retard, il faut absolument le combler, sachant qu'il est possible de le faire. Hein. Alors là, je continue sur l'aspect retard. Hein. Greenpeace a fait des cartographies avec des couleurs qui sont très parlantes. Quand c'est vert, c'est bien. Quand c'est jaune, c'est moyen. Et quand c'est orange, c'est pas franchement bien. Hein. C'est la queue du peloton. Bien, la Normandie, que ce soit en matière d'éolien, que ce soit en matière de photovoltaïque, est colorée en orange. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Rouge. Oui, ça dépend comment on le voit, mais oui, on peut le voir soit orange, soit rouge. Mais oui. Mais il n'y a que 3 couleurs. Hein. Ah non, pardon, 4. Il y a 2 nuances de vert, en fait. En fait, sur le schéma de gauche, le vert est plus foncé. Donc c'est encore mieux. Ça veut dire que la note est entre 9 et 10. Sur le dessin de droite, vous avez un vert clair dont la note est entre 6 et 9. Bon, une chose est sûre, la Normandie n'a pas cette note-là. Voilà. Donc, elle est à la queue du peloton. Hein. Et puis, dernière cartographie, la dynamique de réduction de la consommation d'électricité. Là encore, on est dans le rouge ou dans l'orange, hein, comme vous voulez. Dans le rouge. C'est 2,5 sur 10 en fait pour la Normandie, si je peux me permettre de commenter. Tout à fait. Si vous ne le voyez pas, parce que je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Voilà, donc nous partons de loin, sachant que nous avons les moyens de remonter au classement. Hein. Rien n'est perdu. Si on s'en tient à certaines études, dont celle dont nous nous sommes inspirés, hein, le baromètre 2019 des énergies renouvelables, réalisé par la revue Observer, en 2020, le gisement régional en matière hydraulique en Normandie était de 100 MW. Le gisement régional éolien était de 1930 MW. Et le gisement photovoltaïque était de 670 MW. Bon, on n'a pas été vérifié, mais a priori, c'est à ce niveau-là qu'on doit se situer fin 2021. Si on se projette dans les 30 prochaines années, le gisement hydraulique, normalement, ne progressera pas, d'après cette étude, mais on verra que ce n'est pas tout à fait exact, qu'il y a des possibilités. Le gisement éolien, lui, va considérablement progresser, puisqu'on va passer à 20 900 MW, ce qui est énorme par rapport aux 1930 MW actuels. Le gisement photovoltaïque, lui, va considérablement augmenter aussi, puisqu'on va arriver
à 22 100 mégawatts en cumulant le photovoltaïque au sol et le photovoltaïque en toiture. Donc, d'après certains spécialistes, on peut plus que multiplier par 20, dans certains cas, les ressources les productions actuelles. Donc c'est énorme. Alors, plusieurs acteurs vont pouvoir contribuer à cela, mais l'énergie citoyenne a toute sa place là-dedans. Elle peut s'emparer du gâteau, si je puis dire, pour faire triompher ses valeurs. Et la synergie, notamment, on entend bien participer à cette dynamique pour faire triompher tout ce que nous avons à cœur, ce qui va bien au-delà de l'énergie renouvelable, puisque derrière, il y a une dimension citoyenne, il y a une dimension participative, il y a une dimension territoriale qui n'existe pas chez les acteurs industriels qui ont comme seul objectif de rentabiliser leur investissement. Au-delà des 4 grands gisements que je viens d'évoquer, il y a d'autres sources qui peuvent être exploitées en Normandie. Il y a le bois énergie. Comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de forêts en Normandie. Et dans certaines régions, il y a aussi du bocage. Bon, il ne s'agit pas de raser les haies, il s'agit simplement de les tailler, de les renouveler. Parce qu'une haie, c'est comme une cellule photovoltaïque, ça a une durée de vie, ça ne dure pas éternellement. Au bout d'un siècle, une haie, elle dépérit. Donc il faut enlever les vieilles souches et puis les remplacer par des souches neuves. Et tout ce qu'on enlève, on peut s'en servir comme matériau combustible. La méthanisation aussi a toutes ses chances en Normandie. La Normandie est réputée pour son agriculture, pour son élevage. Alors peut-être que l'élevage, ça va baisser un peu sous l'effet des recommandations des scientifiques, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut récupérer énormément de matières fécales liées à l'élevage des animaux et en faire une source de gaz réinjectable dans les réseaux. L'hydraulique a aussi toute sa place en Normandie. Alors bien évidemment, la Normandie n'est pas une région de montagne, nous ne sommes pas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais il n'en demeure pas moins que nous avons des cours d'eau qui sont alimentés par une pluviométrie abondante. Et sur ces cours d'eau, pendant fort longtemps, on a installé des moulins qui produisaient de l'énergie mécanique et qui par la suite, du moins pour certains d'entre eux, ont produit de l'énergie électrique. Ces moulins, on peut les réhabiliter pour que de nouveau, ils produisent de l'énergie électrique. C'est tout à fait possible. Et tout à l'heure, vous verrez l'exemple d'une société qui s'est créée dans le sud de la Manche et qui va faire en sorte qu'un vieux moulin redevienne une puissante centrale hydroélectrique. Alors, bien évidemment, tout cela doit se faire en bonne intelligence par rapport à la préservation des milieux aquatiques, ce qu'on appelle la continuité écologique. Il faut que les poissons et les animaux qui ont pour habitude de vivre dans les rivières trouvent leur compte. Il ne s'agit pas de dégrader l'environnement local. Et on retrouve un des piliers de l'énergie citoyenne, c'est la préservation, l'exigence écologique. Et puis il y a l'hydrolien. Et sachant que là, en Normandie, on a un endroit extraordinaire qui est le Raz Blanchard, que vous connaissez sans doute, notamment les marcheurs. C'est un endroit qui se visite dans la Manche, du moins vu de loin. Là, il y a des formidables courants marins dont la puissance pourra être utilisée en immergeant ce qu'on appelle une hydrolienne. Ça va sans doute se faire, c'est à l'étude, et si ça se faisait, ça serait une formidable expérience. On va passer aux questions. Volontiers. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à Bertrand.
à Bertrand Gillot et Bénédicte Clairvaux. Donc, moi j'ai une première question tout de suite. Comment, de manière pratique, est-ce qu'on peut aller vers ces énergies citoyennes ? Eh bien, effectivement, comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans un projet citoyen ? C'était l'objet des slides suivantes. C'est-à-dire qu'on peut le faire de multiples façons. On peut, selon son envie, selon ses disponibilités, selon ses compétences, selon ce qu'on a envie de faire, selon sa propre situation, eh bien, on peut devenir actionnaire pour se réapproprier la gouvernance des projets. L'idée, c'est d'être aux commandes. On peut aussi parler autour de soi de ce qui se passe. On peut aller participer aux événements ou aux manifestations. On peut aussi rechercher des sites pour accueillir des centrales de production. On peut en fait apporter toute l'énergie qu'on a, ses compétences, au sein d'un groupe qui est porteur de projet. Donc on peut en fait créer ce qu'on appelle une communauté énergétique citoyenne. Donc il y a de multiples façons de s'impliquer dans un projet. Ceux qui sont là aujourd'hui sont des gens qui sont militants de longue date, j'imagine. Donc s'impliquer et faire vivre un projet, c'est devenir participer. Et la première étape, c'est de devenir actionnaire pour pouvoir décider en fait de lancer un projet. Parce que dans un projet, on peut le montrer aussi rapidement à travers le schéma qui est là, dans un projet citoyen, on a identifié 4 phases dans un projet citoyen. On a une phase d'émergence, ce qu'on appelle une phase d'émergence, une phase de développement, une phase d'installation et une phase d'exploitation, dont on a vu tout à l'heure qu'elle pouvait être longue, puisqu'elle est au minimum de 20 ans. Aujourd'hui, les technologies, en tout cas qu'on connaît le mieux, photovoltaïque et éolien, elles vont largement au-delà des 20 ans. Mais en tout cas, tous les projets sont élaborés sur 20 ans. Pourquoi ? Parce que les prix de vente ou d'achat d'électricité sont garantis sur cette période-là, sur cette durée-là. Donc c'est pour ça qu'on fait tous les modèles sur 20 ans, mais on sait bien que ça va au-delà de 20 ans. Et dans un projet citoyen, on peut, il y a tout l'aspect, en fait il y a plusieurs aspects. Il y a la mobilisation citoyenne, évidemment, elle ne peut pas se faire sans les citoyens, sans les énergies citoyennes de chacun. Il y a les aspects de financement, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects techniques. Donc on a besoin en fait de multiples compétences et ce sont des projets qui s'inscrivent dans la durée. Donc on a besoin de forces vives et je dirais que concrètement, la première étape pour participer à un projet citoyen, c'est de devenir actionnaire d'une structure de projet ou de réunir des gens à côté de soi et puis de réunir un collectif pour organiser et avec la collectivité ou avec d'autres ou avec des entreprises, installer des panneaux solaires à côté de chez soi, sur un bâtiment public, sur une école, ou installer des éoliennes. Ce sont des chantiers un petit peu plus complexes à mettre en œuvre, qui voient plus de réticence chez les gens, mais quand ils sont bien menés avec intelligence et inscrits dans le territoire en répondant aux exigences du territoire ils peuvent être menés à bien, ils peuvent être citoyens. Il y a des exemples de projets citoyens d'énergie éolienne. Voilà pour répondre à cette première question. Merci. D'autres questions ? Oui, j'aimerais savoir pourquoi on ne parle jamais du solaire thermique. On parle beaucoup du solaire photovoltaïque, du solaire électrique, et on ne parle pas du solaire thermique. Alors que moi, c'est une des premières énergies renouvelables dont on a parlé, qui semblait vraiment adaptée à un usage personnel. Alors, usage personnel. Attends, donc il y a une première question dans la salle sur l'usage du solaire thermique et pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas du solaire thermique dans les énergies dont on parlait ici. Tu voulais répondre ? Ou tu peux le faire aussi, comme tu veux.
Alors, comme vous disiez, en fait, c'est un usage personnel. Tout le monde peut demander à une entreprise d'installer chez soi des panneaux solaires thermiques pour chauffer de l'eau chaude. Mais de là à installer des projets de panneaux solaires thermiques, il n'y a pas de possibilité de vendre de l'eau chaude en fait. Là, l'idée, c'est de vendre les modèles en fait de projets citoyens. En fait, ils s'équilibrent. L'idée, en fait, c'est de se rémunérer en vendant l'électricité en fait produite. Donc voilà, il faut avoir une source de production d'électricité ou de chauffage. Enfin, ou de chauffage. Ça pourrait être, par exemple, au-delà de l'électricité, même si on sent... Enfin, les premiers projets, c'était plutôt pour de la vente d'électricité, mais on peut avoir aussi des projets de chaufferie collective, où là, effectivement, on peut installer des chaufferies et puis qu'il y ait un financement citoyen et il y ait une participation citoyenne. Mais les panneaux solaires thermiques, c'est vraiment pour un usage personnel. Alors, dans le domaine du thermique, il y a une technique qui n'est pas répandue en France, mais qui existe en Allemagne. L'Allemagne développe cela depuis maintenant une trentaine d'années et progresse. C'est ce qu'on appelle le stockage. Tu vois, le stockage intersaisonnier, qui a un très gros potentiel. Il s'agit simplement de stocker la chaleur de l'été pour l'hiver, dans un grand réservoir avec des méthodes écologiques. Et d'après les instituts allemands, ce serait rentable à partir de 4 ménages. D'accord. Alors, oui, il y a un intervenant dans la salle qui dit qu'il existe des projets en Allemagne, des réalisations, pardon, en Allemagne qui permettent de stocker la chaleur en été pour l'utiliser en hiver. Voilà, je ne connais pas du tout ce principe-là. Je ne sais pas si tu connais, Bertrand. À grande échelle, non. Je sais qu'à l'échelle de l'habitat individuel, il y avait certains constructeurs qui préconisaient la mise en place de pierres réfractaires aux abords de la maison, qui captaient effectivement l'énergie solaire et qui la restituaient soit la nuit, soit par inertie, alors ça dépend du choix du matériau, un peu plus tard dans la saison, une fois que le soleil n'était plus à l'œuvre. Mais à grande échelle, non, j'en avais jamais entendu parler. Bon, sachant que, pourquoi pas, si c'est une technologie économiquement viable, parce qu'un projet citoyen se doit d'être viable. Il ne s'agit pas de jeter l'argent par les fenêtres parce qu'on est citoyen. Non, on a la même logique qu'une entreprise. Il faut qu'en fin de chaque exercice, on soit à l'équilibre, même un peu au-delà si on veut réinvestir. Donc si c'est une technologie économiquement viable, ça peut parfaitement faire l'objet d'un projet citoyen. Bon, si ce n'est que ça doit être assez compliqué à mettre en œuvre, mais tout est possible, dès lors qu'on se réunit, dès lors qu'on s'entoure de conseils. Quand on ne sait pas, eh bien, on fait appel à des bureaux d'études. Bon, simplement, il faut rémunérer ces bureaux d'études, ce qui accroît la charge de développement. Mais autrement, on peut se lancer dans n'importe quelle entreprise. Ce que je voulais dire, en fait, dans un premier temps, pourquoi les citoyens s'intéressent aux panneaux photovoltaïques, par exemple, parce que ce sont les technologies les plus faciles à mettre en œuvre. Et en fait, ce sont les technologies les plus faciles à mettre en œuvre qui pour montrer en fait qu'un projet fonctionne, c'est aussi intéressant parce que c'est rapide, donc on voit tout de suite l'installation, on peut constater assez rapidement la production. Donc c'est la raison pour laquelle on a, nous par exemple Synergie, on a mis en place 200 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen.
Donc on a installé ces 200 mètres carrés sur les toits, sur 2 toitures de l'entreprise Abeille, qui est une entreprise d'insertion par le travail, qui travaille dans le domaine du bâtiment. Et donc voilà, on a été un peu retardé par le confinement, évidemment. Les travaux ont été retardés par le confinement, mais on a réussi quand même à mettre en œuvre. Et là, bientôt, fin août, on pourra dire que ça fait 1 an que notre installation fonctionne. Et là, on vous a mis un petit graphique, en fait, où on a un retour d'expérience sur la production d'électricité de cette opération précisément, où on a commencé à la mettre en service en fait fin août, donc septembre 2020, et on a fait un graphique de la production depuis cette date jusqu'en juillet, et on constate aujourd'hui qu'on a une production d'électricité qui est supérieure de 12% au prévisionnel. On était un petit peu au-dessus, au-delà, avant les mois de juillet et d'août, avant les mois de juin-juillet, pardon. Mais aujourd'hui, voilà, on a réduit un petit peu la production d'électricité, forcément, avec les journées que nous avons eues. Mais là, on peut constater, en fait, rapidement, la production. Et c'est quelque chose, en fait, où finalement, ce sont des technologies où le modèle est connu, les entreprises existent, et donc c'est plus facile à développer. J'ai 2 questions. La première, c'est une question vraiment de néophyte. Là, nous, on a marché pendant, ça fait déjà 300 km, hein, on marche un peu moins, et on s'est fait 27 km aujourd'hui, donc c'était une belle journée. On va bien dormir ce soir. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, hein, on a eu des belles choses de pluie. Sur les tours, je suis quand même très bronzée. Donc de la même manière, est-ce que quand il y a plein de nuages, etc., est-ce qu'on a quand même une belle production au niveau solaire? Parce que moi, le soleil, on l'a quand même bien senti. Hein. Eh bien, en fait, on peut le voir sur le graphique. Hein, le mois de juillet n'a pas été terrible. Hein. Par contre, la lumière du jour, en fait, le soleil, il est quand même là. Hein, il se lève le matin, il se couche le soir, et ça génère quand même de l'électricité. On le voit sur le graphique. En juillet, même si on n'avait pas forcément un soleil resplendissant, néanmoins, on avait de longues journées, et donc ça suffit pour produire de l'électricité. D'ailleurs, on a rencontré à Caen un homme qui nous a montré sa maison à énergie solaire positive et il disait bien que la canicule, c'était pas du tout bon. Non. Bon pour Oui, alors il y a une intervenante trop de soleil, c'est pas bon non plus. Hein. Oui, tout à fait. Avec la technologie. Enfin, c'est la chaleur, en fait, Trop de chaleur, c'est ça. qui affecte le rendement des cellules. Alors on peut y remédier en équipant la toiture selon certains procédés. Hein. Il faut créer une couche d'air entre la toiture existante du bâtiment et les cellules photovoltaïques. Alors là, ça crée un petit courant d'air qui refroidit. Mais d'une façon générale, quand il fait trop chaud, on constate une baisse de rendement. En fait, il faut du soleil, mais pas trop de chaleur. Et s'il y a une couverture nuageuse, eh bien, effectivement, les rayons passent quand même. Alors, il y a une baisse du rendement, hein, indéniablement, mais les photons traversent quand même les nuages. D'où le bronzage de notre animatrice. Autre question. Je suis un agriculteur. Je veux des panneaux photovoltaïques sur mes toits. Est-ce que je peux m'adresser à Synergie pour en discuter, etc. Oui, bien sûr. Alors, l'idée, en fait, c'est de réunir, en fait, de répondre à la demande. Alors, on peut intervenir, par exemple, comme je reprends l'exemple d'Abeille, puisque c'est un exemple qui a fonctionné, sur ces toitures-là, en fait, comment on a procédé. Synergie est maître d'ouvrage, a été maître d'ouvrage des travaux et est propriétaire de l'installation.
Et en fait, nous avons signé un bail avec le propriétaire des bâtiments. Alors le propriétaire étant quelqu'un qui voulait que le projet fonctionne, qui voulait nous aider puisque c'était le premier projet, il n'a pas demandé de loyer. Mais on a signé un bail précisant les responsabilités de chacun. Et en fait, on vend l'électricité à Enercop, donc fournisseur d'électricité 100% renouvelable, vraiment. On vend cette électricité et on rémunère en fait, on vend cette électricité et pour l'instant, elle est conservée au sein de Synergie pour rembourser les prêts qui ont été faits parce que en fait, dans Synergie, il y a des actionnaires qui ont aussi prêté de l'argent. Par exemple, Enercop a prêté de l'argent pour que ce premier projet puisse se faire. Donc, la vente de l'électricité sert à rembourser les prêts, en fait, au fur et à mesure de la production, ils servent à rembourser les prêts. Donc, oui, un agriculteur peut très bien nous demander, on peut réunir un collectif autour du lieu, en fait, où il est installé, de façon à en faire un projet citoyen, à l'associer par exemple si c'est un producteur, si c'est un agriculteur qui fait de la vente à la ferme par exemple, parce qu'on a déjà été sollicité, qui fait de la vente à la ferme, donc il y a des clients, il a un réseau de clients qu'il connaît bien, et bien on peut monter un collectif, participer au financement, et puis ensuite voir en fait si s'ils souhaitent un loyer ou pas. Alors actuellement en Normandie, l'équilibre financier, il ne faut pas se mentir, il est extrêmement précaire. Hein, on est vraiment sur le fil, sur la tangente. Et donc, on ne peut pas penser gagner énormément d'argent, par exemple obtenir un loyer énorme pour ce type d'installation-là. Il faut être clairvoyant. En fait, il faut aussi accepter peut-être d'avoir une rémunération qui ne soit pas forcément faible. L'idée étant, ce qui nous motive, nous principalement, c'est de participer à la transition, c'est de se débarrasser des énergies fossiles le plus vite possible et de transformer ces énergies fossiles en énergies renouvelables, enfin de recourir à des énergies renouvelables. Donc ça, c'est quand même notre moteur. Monsieur. Oui, vous parlez beaucoup de géothermie il y a une dizaine d'années. On n'en entend plus tellement parler. Est-ce que la géothermie fait partie des solutions envisagées? Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui dit « Est-ce que la géothermie peut faire partie des solutions envisageables ?» étant donné qu'on en parlait pendant très longtemps et puis depuis quelque temps, on n'en parle plus. Alors, sur le principe, on n'exclut aucune énergie, après aucune source d'énergie. Après, la géothermie, elle a été beaucoup utilisée, la géothermie horizontale a été beaucoup utilisée chez des particuliers. En fait, on s'est aperçu quand même que parfois ça avait des conséquences parce que pour qu'une installation géothermique horizontale, il faut avoir un système de diffusion, en fait, un réseau de diffusion à l'extérieur qui soit assez conséquent. Donc ça, c'est plutôt à titre individuel. Donc nous, on est plutôt intéressés pour des projets collectifs. En fait, l'idée, c'est de se réunir sur un projet suffisamment important. Après, la géothermie verticale, là, ce sont des technologies assez complexes à mettre en œuvre. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, nous, au sein de Synergie, nous n'avons pas les compétences en interne pour mener à bien ce type de projet-là. Donc on essaye d'être modeste aussi et d'être conscient de nos limites. Mais pourquoi pas, si on arrivait à mobiliser un collectif, si on arrivait à avoir une source qui soit intéressante, pourquoi pas. Après, ce sont quand même des technologies assez complexes. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, complexe, et puis il y a une exigence environnementale parce qu'il y a des retours d'expérience en matière de géothermie profonde qui révèlent que c'est source de séismes. Il y a eu des expériences malheureuses dans l'est de la France et en Allemagne aussi où on a été obligé d'arrêter le chantier parce que ça provoquait des secousses sismiques ou des glissements de terrain assez conséquents. Donc, il
faut y aller à pas compter. Hein. Oui. Ça fait 50 ans que la ville de Meaux, je peux pas, Oui. Oui, bien sûr. Je ne le conteste pas. Oui, oui, effectivement. Il faut répéter la question. Je répète la question. Oui, un intervenant fait remarquer que la ville de Meaux a mis au point un dispositif de géothermie qui permet de chauffer une grande partie de la ville. C'est vrai, c'est indéniable, il y a des expériences tout à fait concluantes, mais sans doute parce que le terrain s'y prête. Ce que je veux dire, que c'est une technologie qui ne s'improvise pas. Il y a énormément de précautions à prendre, et ça veut dire donc derrière tout un investissement en termes d'ingénierie qui a un coût. Hein. Donc avant que Synergie s'engage là-dedans, je pense qu'on essaiera d'utiliser des technologies plus faciles à mettre en œuvre. Mais pour des plus grands opérateurs, à l'échelle d'une grande agglomération, pourquoi pas? Mais avec toutes les précautions qui s'imposent. Oui, juste un tout petit mot, mais Bénédicte en a parlé, c'est l'implication d'Enercop dans les projets de synergie, notamment dans celui d'Abeille. Et effectivement, tu as cité le fait que Enercop a fait un prêt important pour pouvoir démarrer ce projet. Il faut aussi signaler qu'il y a un prix de rachat d'électricité qui est plutôt favorable, c'est-à-dire que Enercop, qui elle aussi est une coopérative citoyenne, bien sûr, fait tout pour que ce genre de coopérative citoyenne de production puisse fonctionner, si bien que pour le projet Abeille, par exemple, il y a un prix d'achat tout à fait intéressant qui a été proposé à Synergie. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une remarque dans la salle qui dit que, en fait, pour que le projet d'abeille, le premier projet de Synergie, donc sur les toits d'abeilles, ait pu se faire, eh bien, Enercop non seulement a participé en prêtant de l'argent, mais aussi en bonifiant le tarif d'achat. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le tarif d'achat est quand même relativement faible. Et donc, il ne permet pas toujours de rendre l'équilibre des projets facile à obtenir. Et donc là, pour être sûr que ce projet puisse aboutir et qu'il puisse permettre de faire démarrer la société, Enercop, qui est un fournisseur, le seul fournisseur coopératif d'électricité d'origine 100% renouvelable, eh bien, a participé en rachetant l'électricité à un tarif préférentiel. Là où il était à 12, en fait, l'obligation d'achat, c'est-à-dire que on pouvait le vendre, on aurait pu le vendre à 12 centimes, Enercop nous a proposé de le racheter à 17 centimes. Donc c'est loin d'être négligeable sur une période de 20 ans. Voilà, donc c'est tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui demande où est cette centrale. La centrale est à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Ce qui veut dire que si vous allez chez Enercop, non seulement vous consommez de l'énergie renouvelable, mais vous aidez ce genre de projet. C'est juste. C'est juste. Dans votre tableau, sur l'impact carbone des différentes sources d'énergie, le bois énergie, ça ne figurait pas, je crois, le bois. Si. Alors c'est parce que c'est en anglais en fait. Enfin c'est. Je l'avais mis vraiment. Là. Si, c'est la biomasse en fait. Ah, oui. Vous l'avez à deux. D'ailleurs, ce sont deux techniques spécifiques. On voit quand la biomasse, donc ouais, en anglais. Donc ce sont des turbines à vapeur qui fonctionnent à partir de bois, de déchets de bois, émettent 31 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Oui, le bois est bien mentionné dans la liste. Alors le tableau avait d'autres lignes. J'en ai supprimé quelques-unes parce que l'idée c'était d'avoir des ordres de grandeur. Voilà, ce qui était intéressant c'était d'avoir des ordres de grandeur. Mais sinon, il y avait plusieurs autres lignes avec des techniques spécifiques.
Est-ce que j'ai d'autres questions? D'outils? Le nucléaire, si j'ai bien noté, était à 66 grammes. Mais est-ce que ça, c'est uniquement pendant le fonctionnement ou est-ce que ça tient compte de toute l'énergie grise qu'il faut pour construire et démanteler les réacteurs? En fait, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Il faut aller regarder dans la base carbone et l'éplucher pour savoir comment a été obtenu ce chiffre-là. Je l'ai mis juste à titre indicatif parce que c'est quand même important de savoir que souvent on brandit le chiffre de 6 qui n'intègre pas tous ces éléments-là en fait. Et donc c'est intéressant d'avoir ce chiffre, alors qui n'est pas représentatif du nucléaire français, hein. C'est bien ce qui est mentionné dans la base carbone. Ce chiffre est obtenu à partir d'une moyenne de technologies utilisées dans le monde, d'accord? Après, précisément, je ne peux pas répondre à votre question. Je l'ai mis simplement pour dire, voilà, le 6 est probablement sous-estimé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à travers ça. Alors, et c'est pas moi qui le dis. Ce chiffre de 66 est contesté. Il est contesté au niveau du nucléaire français. On nous dit que c'est moins. On a entendu un certain nombre de chiffres dans tous les cas de figure. On est à du nucléaire qui est à moins de 150 et à plus de 6. Ça, c'est sûr. Exactement comment le calculer, dépendant de la personne à laquelle vous parlez, vous allez avoir un chiffre différent. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas, on est dans les énergies à bas carbone, parce que des énergies décarbonées, ça n'existe pas. Et on est, il faut tout relativiser. Par exemple, le PR de Flamanville a une grosse production de carbone jusqu'à présent et n'a pas encore produit 1 kWh. Donc voilà, ces chiffres des grammes de CO2 par kilowattheure pour le nucléaire sont extrêmement complexes parce qu'on est sur aussi des centaines de milliers d'années de gestion. Donc comment est-ce qu'on inclut des centaines de milliers d'années de gestion dans un bilan carbone? C'est quand même complexe. Et cette remarque, est-ce qu'on ne la fait pas non plus pour les renouvelables? Parce que finalement, les renouvelables, est-ce qu'on tient compte du fait qu'on est maintenant, parce que la production de tout ce qu'il faut au niveau du stockage, si on veut stocker l'électricité, au niveau des matières plastiques qu'il faut, de la mise en place de ce truc, est-ce qu'on envisage vraiment aussi bien qu'on ne le fait pas pour le nucléaire, mais est-ce qu'on n'est pas en train aussi de faire l'erreur de ne pas aller au bout du raisonnement pour aller contrer justement les gens qui disent le nucléaire on n'en a pas tenu compte, pourquoi on n'en tient pas compte pour les renouvelables? Parce que le renouvelable quand même, oui, il faut quand même voir ce que c'est qu'une éolienne, vous avez vu ce qui se passe là-bas, on utilise du béton, est-ce qu'on, les bateaux qu'on doit utiliser, tous ces trucs-là, est-ce que réellement on fait vraiment le bilan de ces choses-là? Ou c'est un vrai problème? Parce qu'on le dit pour le nucléaire, mais je pense que l'équivalent, c'est un peu moi ce que je reproche, enfin si j'ai un petit reproche, c'est très bien à faire, c'est que vous n'avez malheureusement mis que les avantages. Mais les inconvénients des renouvelables, pourquoi est-ce qu'on ne les expose pas plus? On joue le même rôle, j'ai l'impression qu'on fait la même chose que les nucléaires. Les nucléaires, ils parlent que des bons côtés. Nous, on ne parle que du bon côté des renouvelables. Je trouve ça très dur, c'est très inquiétant ça pour moi. Et alors, je trouve ça très dur qu'on ne le fasse pas. Mais bon, c'est vrai que c'est le jeu, hein, mais à un moment, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, quelqu'un dans la salle me pose la question de la pollution indue des énergies renouvelables. Donc là, en disant que c'est dommage que les pro-énergies renouvelables n'en parlent jamais. Donc là, je vais me permettre de répondre. On a fait une conférence
conférence le 2 août spécifiquement sur cette question, uniquement dédiée à cette question, avec Julien Frémont de la Trique des 7 vents, sur énergie éolienne, énergie photovoltaïque, est-ce vraiment écolo? Donc, vraiment, on ne se voilant pas la face. Et on dit souvent, il n'y a que les énergies qu'on n'utilise pas qui ne polluent pas, mais même mettre en place un système d'isolation, ça demande aussi un effort. Donc, tout cela pollue. La seule pollution qui n'existe pas, c'est de ne pas vivre, mais c'est quand même pas mal la vie. À partir de là, on a des gros efforts à faire au niveau sobriété, on a des efforts à faire au niveau efficacité, et il ne faut pas se voiler la face quant à la pollution par rapport aux énergies renouvelables. Néanmoins, on ne peut comparer une éolienne à un réacteur nucléaire, on n'est quand même pas sur les mêmes proportions. Mais je pense pas que ça vaille le coup ça vaut le coup de répondre, mais vraiment allez voir cette conférence de Julien Frémont qui est excellente. Oui. Moi, je voulais apporter une précision. Les énergies renouvelables, à la base, il y a une énergie qui ne nécessite aucun effort mécanique d'extraction. Les rayons du soleil, ils arrivent tout seuls. Après, on met en place une technologie qui permet de capter le rayonnement solaire, les photons, la charge ionique, pour la transformer en électricité. Le vent, il n'y a aucun moyen mécanique pour le mettre en œuvre. Il souffle tout seul. Donc, si on le compare par rapport à l'extraction du pétrole, à l'extraction de l'uranium, sachant qu'au-delà de l'extraction, il y a le raffinage, à ce niveau-là, on est gagnant. Alors après, les technologies pour convertir en électricité, là c'est vrai, il y a de l'énergie grise, il a fallu dépenser du carbone pour construire les panneaux photovoltaïques, pour construire les éoliennes. Ça c'est indéniable. Mais on est gagnant sur l'énergie elle-même. Et puis j'ajouterais aussi que le calcul en fait de ces éléments pour les énergies renouvelables, en tout cas pour le photovoltaïque et pour l'éolien, sont mais sont faciles à faire, sont maîtrisés. Donc c'est pas se voiler la face. Vous avez raison, tout à fait, sur le fait que toute production d'énergie a un impact négatif. L'objectif, et c'est bien ce qu'on a dit depuis le début, c'est que ce qu'on veut, nous, c'est que l'impact soit le plus faible possible. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que de devoir sortir du fossile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on continue en se disant, voilà, le nucléaire nous a toujours aidé, il s'est inscrit dans une histoire, on en avait besoin à un moment donné, je ne conteste pas. Moi-même, j'ai été éduquée, ça va faire bondir des gens, mais j'avais été éduquée dans l'idée que le nucléaire, c'était la technologie française qui allait nous sortir. J'ai été biberonnée à ça. J'en suis revenue, mais j'ai été biberonnée à ça. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même un consensus, et à l'appui, avec des données scientifiques à l'appui, pour dire que les émissions de gaz, de CO2 émis pour produire de l'électricité à partir du vent, enfin à partir de l'éolien, à partir du photovoltaïque, c'est vraiment beaucoup plus faible, et donc l'impact environnemental est moindre. Et il faut savoir que peut-être qu'on ne le sait pas suffisamment, il y a encore des gens qui se disent mais les panneaux photovoltaïques, on ne peut pas les recycler. Mais si, un panneau photovoltaïque se recycle à 95%. Un panneau photovoltaïque, c'est quoi? C'est du sable, du silice, du sable, c'est du métal, il y a un petit peu de matière plastique. Aujourd'hui, on ne sait pas bien recycler, mais un panneau solaire photovoltaïque se recycle à 95%. Il y a une entreprise qui vient d'être
ouverte pour recycler ces panneaux, les panneaux photovoltaïques dans le sud de la France, je ne sais plus où exactement, près de Montpellier, je crois. Il y a 5 ans déjà, il y a 4-5 ans, depuis 4-5 ans. Voilà. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on installe ce que les gens ne savent peut-être pas, quand on installe des centrales solaires photovoltaïques ou des centrales ou des parcs éoliens, en fait, les installateurs doivent prévoir le coût de démantèlement, le coût de recyclage. Et ça, c'est pas ce qui a été fait pour les centrales nucléaires, en fait. C'est bien ça le problème aujourd'hui. C'est que non seulement il n'a pas été fait, mais est-ce qu'il a été évalué ? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûre. Aujourd'hui, il y a des prévisions, il y a des évaluations qui sont gigantesques, mais en tout cas, ça n'a pas été inscrit dans un programme, dans un programme de dépenses. Voilà, ça n'a pas été fait. Alors qu'aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, tout installateur paye le coût du démantèlement. Et dans une éolienne, il y a aussi énormément de choses qui se recyclent. Aujourd'hui, la chose la plus difficile à recycler, ce sont les pales. Et il semblerait, alors dernièrement, il y a eu une grande entreprise qui a trouvé une technologie pour recycler. Ça, c'est tout récent. Vous avez peut-être plus d'informations ? Oui, il y a l'université de Strathclyde, en fait, qui a trouvé un moyen de recycler ces pales. Et a priori, maintenant, ils passent au niveau industriel. Ils ont signé un contrat sur l'industrialisation du recyclage de ces pales. Alors, une dernière question. Oui. Non, je voulais apporter une autre dimension, très rapidement, qui, à mon avis, ne fait l'objet d'aucune conférence, sauf peut-être celle du 21 août, je ne sais pas de quoi elle traite, le cœur du conflit. Le cœur du conflit, c'est par rapport à Fukushima et c'est un film. D'accord. Alors moi, je voulais apporter une dimension géopolitique. L'uranium, le pétrole, ça a des incidences au niveau de l'équilibre de la terreur à l'échelle de la planète. Il n'y a plus d'uranium en France, il n'y a jamais eu de pétrole, et tout ça, on va le chercher à l'étranger en entretenant des dictatures, en entretenant des gouvernements fantoches qui bafouent les droits de l'homme quotidiennement. Avec le vent, avec l'énergie solaire, on raye d'un trait tout cet aspect largement négatif qui coûte très cher à notre société. Le financement de la force Barkhane en Afrique, bon, certes, c'est pour lutter contre l'État islamique, mais c'est aussi pour préserver les sites de production de tout ce que nous achetons, pour ne pas employer d'autres mots, aux États africains. Donc... Non, mais il faudrait le mettre dans le bilan aussi. Je voudrais peut-être simplement, si j'ai bien compris votre propos, est-ce que ce tableau existe et qu'il inclurait l'énergie grise, l'énergie de fabrication, de conception et de démantèlement pour toutes les installations hydroélectriques, photovoltaïques? Est-ce qu'il existe ce tableau avec la version complète? Oui, c'est ça. Ce tableau-là intègre l'énergie grise, tout à fait. Sauf que la remarque que faisait Béatrice, c'était que pour les installations nucléaires, alors sous réserve, effectivement, là on n'est pas à l'échelle de la France uniquement, attention. Et c'est pour ça que les nucléaires le contestent constamment et s'appuient sur cet argument-là en disant nous on s'accroche au 6, parce que c'est aussi une valeur qui a été émise dans une étude, voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que c'est ce tableau-là, sauf que la remarque de Béatrice, c'était de dire que finalement, pour calculer l'énergie grise sur des technologies qu'on ne maîtrise pas complètement, c'est quand même assez difficile. Mais ce tableau-là tient bien compte, alors avec toutes les difficultés de calcul, même sur des process plus simples. Mais ce tableau-là donne cette information. Deux dernières questions et après on s'arrête parce qu'on est fatigué. Le constructeur des panneaux photovoltaïques de la baie, en fait, semble
Thomas, viens ici. Oui, parce que- Viens ici, viens ici, viens ici. En fait, Devant l'écran, on t'entend pas. Si tu viens pas ici, on t'entend pas. c'était juste pour faire une petite intervention sur le fait que les panneaux photovoltaïques installés sur le site de l'abeille, le constructeur, en fait, dans la notice des panneaux photovoltaïques, indique que l'énergie nécessaire à la construction de ces panneaux photovoltaïques sont amortis, sont compensés au bout de 2 à 3 ans d'exploitation. Donc c'est quand même, en termes d'analyse de cycle de vie et d'impact carbone, c'est quand même des technologies qui sont rapidement Amorties. pour compenser. Ok. Toute dernière Merci. question. Alors moi, c'est pas une question, mais c'est une conclusion que Jean-Luc aurait pu faire au sujet de l'énergie humaine, puisque vous avez marché déjà et que vous avez marché longuement. Ben, bravo et merci parce que vous n'avez dépensé aucun gramme de CO2 grâce à votre ATP. Bravo.